Vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo présente son 5e rapport périodique des droits de l'homme. C'est depuis ce mardi, que débute le fastidieux exercice qui fera donc l'objet de cette présentation. Un exercice donc de présentation à la Commission des droits de l'homme de Genève et qui est un point donc de l'actualité des droits humains au Togo. Les détails dans ce journal. Selon une étude rendue publique ce jour, la crise sanitaire liée à la COVID-19 aurait sérieusement affecté le secteur financier du pays. À quel point et quel est cet impact? Vous le découvrirez dans cette édition. Et puis le guide national d'élaboration du plan de développement communal est rendu public ce mardi. Son contenu a été dévoilé pour une meilleure prise en compte de la décentralisation dans notre pays. Vous suivrez plus d'explications avec l'invité de ce journal. Voilà donc pour les titres. Mais d'abord, sachez que les députés à l'Assemblée nationale sont en dernière séance de la première session ordinaire de cette année 2021. Ils tablent sur 2 projets de loi. Le premier a trait à la ratification par le Togo de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Et le second porte sur la modification de la loi organique relative à la composition, l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH. Et sachez donc que cette séance plénière est toujours en cours à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons sur le point de cette séance dans nos prochaines éditions. Je vous le disais donc en titre, le Togo présente son 5e rapport périodique sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est à travers une réunion virtuelle durant la 132e session du Comité des droits de l'homme. Et à défaut d'une présentation en présentiel à Genève pour cause de la COVID-19, la délégation togolaise conduite par le ministre Christian Trimois en charge des droits de l'homme va échanger avec le comité par visioconférence et ceci durant 3 jours. Les précisions du premier jour avec Edem Soussouko. Cet exercice va durer 3 jours. Face au Comité des droits de l'homme depuis Genève, la délégation togolaise amorce les échanges par visioconférence. Elle présente le 5e rapport périodique de l'État togolais sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Togo maintient le rythme constant et continuel des réformes, selon le ministre Christian Trimois en charge des droits de l'homme et chef de la délégation togolaise. Le rapport présenté couvre la période 2011-2018, mais les développements intervenus après sa soumission sont également pris en compte. La réforme de 2019 a ouvert la saisine de la Cour constitutionnelle, tant sur le plan du contentieux que sur le plan consultatif, à la totalité des institutions de la République togolaise, ce qui leur donne un meilleur renforcement dans la protection des droits garantis par la Constitution togolaise. De la même manière, les droits politiques ont été renforcés à travers cette réforme importante. Par exemple, l'accès au suffrage dans la désignation du président de la République. Désormais, le président de la République togolaise est désigné au suffrage universel direct à 2 tours, alors que nous avions 1 tour avant. La composition de la Cour constitutionnelle également a été renforcée en diversifiant les origines de ses membres et en garantissant une pluralité d'expression au sein de la Cour. Concernant les renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des articles 1 à 27 du pacte, plusieurs réformes ou modifications ont été opérées. Pour aborder les questions plus spécifiques, mon intervention s'axera sur 8 points. Par rapport à l'interdiction de la haine ethnique, le nouveau code pénal du Togo, adopté en 2015, en son article 553, punit toute personne qui se rend coupable de cette infraction. Pour ce qui concerne spécifiquement les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, le Togo n'envisage pas d'abroger les dispositions pénales relatives à cette infraction, parce que cette orientation sexuelle ne s'inscrit pas dans les valeurs sociales de nos populations et de notre pays. Le principe de non-discrimination est consacré par l'article 11 de la Constitution togolaise de 1992, qui dispose
d'abord que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. La loi portant code foncier domanial du Togo adoptée en 2018 a également renforcé l'égal accès à la terre par les hommes et les femmes. Ces dernières années, notre pays a fait des progrès importants dans la promotion des femmes et notamment dans la promotion des femmes aux fonctions publiques. Il ne vous a pas échappé, Madame la Présidente, que le gouvernement de la République togolaise est dirigé par Madame Victoire Tobega Dogbe, Premier ministre, chef du gouvernement. De la même manière, l'Assemblée nationale est dirigée par une femme, la Commission nationale des droits de l'homme, le Haut Commissariat à la réconciliation et à l'unité nationale, le médiateur de la République, le secrétariat général de la présidence, etc. sont dirigés par des femmes. Un projet de décret est à l'examen en Conseil des ministres pour mettre en place aujourd'hui une commission nationale de lutte contre la traite des personnes au Togo. Le Togo a marqué son attachement à la vie, d'abord en abolissant la peine de mort sur ce qui concerne la répression de la torture. Le Code pénal de 2015 a intégré désormais la torture en reprenant la rédaction de l'article 7 du pacte. Suivant le livre blanc qui a été adopté le 3 avril 2014, le gouvernement a mis en place un haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale en ce qui concerne les conditions de détention et de traitement des prévenus dans les lieux de détention. Le nouveau code pénal prévoit des mesures de substitution à l'emprisonnement. Nous avons une haute autorité de la communication, de l'audiovisuel et de la communication qui a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et de tout moyen de communication. Elle veille également au respect de la déontologie et de l'éthique en matière d'information. Des réformes actuellement sont en cours pour renforcer la haute autorité dans la protection des journalistes et dans la promotion de la liberté d'expression et d'opinion, et notamment la liberté de la presse. Au Code pénal togolais, l'article 497 qui punit des infractions d'offense envers des représentants du gouvernement, d'outrage envers les représentants de l'autorité publique, de diffusion de fausses nouvelles. Mais je voudrais vous assurer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, que cette disposition n'est pas applicable aux journalistes dans l'exécution de leurs fonctions. Des défis restent à relever, à en croire le ministre Christian Trimois, surtout en matière de poursuite de la mise en œuvre des recommandations, des mécanismes des droits de l'homme, de l'enracinement d'une culture individuelle et collective des droits de l'homme. Le gouvernement dit rester attentif aux avis et commentaires de ses partenaires pour la plus grande jouissance des droits de l'homme dans un contexte sécuritaire mondial difficile. Et toujours au chapitre des droits humains, le Togo dit non à l'homosexualité. Et qu'en pense le Togolais? Eh bien, on lui a tendu le micro de la télévision togolaise. Je vous laisse apprécier. Je pense que c'est une bonne initiative que le gouvernement est en train de prendre. L'homosexualité, ce n'est pas une bonne chose à adopter dans un pays comme le Togo, puisque notre tradition ne nous permet pas de pouvoir adopter cette pratique dans le pays. L'homosexualité en soi est un fait des Européens. Ce n'est pas pour les Africains. Nos grands-parents ne faisaient pas ça dans le temps et ce n'est pas aujourd'hui nous allons commencer par le faire. Il est vrai que d'aucuns commencent par copier les Européens. Mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas bien. C'est une bonne décision du gouvernement pour avoir interdit cette manière, sinon cette façon de vivre sexuellement. L'homosexualité, c'est une chose qui est contre nature. Oui, il y a la loi de la nature qui dit que c'est deux sexes opposés qui doivent se retrouver pour pouvoir produire. Mais maintenant, l'homosexualité, ça veut dire que c'est les mêmes sexes qui se retrouvent. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est contre nature d'abord. C'est une très bonne décision que le gouvernement a prise. Dans un premier temps, ça ne rentre pas dans la culture africaine. Donc c'est une chose à bannir dans la tête. Si vraiment les Occidentaux ont pensé à cela, ça c'est pas nous les Africains. Il ne faut même pas accepter que ça vienne, que ça rentre dans les oreilles de nos enfants. Et pour mieux cerner la position du Togo, Gerson Deveau nous a rejoint sur ce plateau. Gerson, bonsoir. Bonsoir Alita. Alors Gerson, que dit la loi? Eh oui Alita, la loi est claire, la loi togolaise elle est claire. D'abord, le code pénal adopté en 2015 est toujours en vigueur, dispose en son article 392, je cite, « constitue un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ». En clair, une relation entre un homme et un homme ou entre une femme
et une femme est punie par la loi. L'article 393 se prononce d'ailleurs sur cette peine encourue. Elle va de 1 à 3 ans d'emprisonnement, assortie d'une amende de 1 à 3 millions de francs CFA. Voilà ce que dit le Code pénal. Alors, Gerson, et le Code des personnes et de la famille? Le Code des personnes et de la famille dispose également en son article 43, je cite toujours, « L'homme et la femme choisissent librement leur conjoint et ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement. » Cette disposition peut être sujet à interprétation, mais il y a cette autre disposition sur les nullités absolues du mariage. En clair, quand est-ce qu'on peut annuler un mariage dans le contexte actuel? La réponse est l'article 82 qui dispose, je cite toujours, « La nullité du mariage doit être prononcée lorsque les conjoints ne sont pas de sexe différent. » Autrement dit, à ce jour, les mariages gays, mariages lesbiennes ne sont pas reconnus par le droit togolais. Cette disposition annule tous les effets découlant du mariage et il y a la Constitution, la loi fondamentale, rappelée d'ailleurs par le ministre Christian Trimois, notre Constitution qui consacre le principe de non-discrimination en son article 11. Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit, mais ça n'autorise pas tout, n'importe quoi. Le Togo dit non donc à l'homosexualité. Ça ne nous ressemble pas, ce n'est pas dans nos valeurs, dans nos coutumes. Les Togolais viennent d'ailleurs de se prononcer haut et fort, on l'a entendu dans le micro de toi réalisé à cet effet. Merci beaucoup Gerson donc pour ces détails et cette clarification donc sur la position du Togo face à l'homosexualité. Et aux assises de la Cour d'appel de Kara, 4 individus ont comparu lundi dernier. Tentative de meurtre, vol aggravé et groupement de malfaiteurs sont les chefs d'accusation pour lesquels ils étaient à la barre. Le récit avec Nestor Mozo. Vers 20h du 11 novembre 2013, les nommés Sandjoua Dambé et Modi Djouaré Ibrahim revenaient de Timbou, préfecture de Saint-Cassé, à moto. Arrivés au lieu dit Carrefour Biancouri, 4 individus à l'aide d'une lampe torche leur firent signe de s'arrêter. Pendant les manœuvres de freinage, l'un d'eux tira un coup de feu sur eux. Atteint à l'abdomen et au bras, le pilote de Modi Djouaré Ibrahim chuta avec sa moto, entraînant son second à terre. Pensant qu'ils étaient morts, les 4 les entraînèrent dans une touffe d'herbe avant d'emporter la moto, un téléphone portable et une somme de 20 750 francs CFA. Modi Djouaré Ibrahim réussit à identifier 2 des malfrats, en l'occurrence Kanlok Yendar et Lal Alidou Abdourahman, dit Dasman, qui dénoncera plus tard Sakpani Passonou lors de son interpellation. Ce sont les premiers faits. Deuxième fait, dans la nuit du 14 novembre 2013, des individus armés firent irruption sur le tronçon Timbou-Samnaba au lieu dit Djimbiedi Bankor-Mouaga. Après plusieurs tirs de sommation, ils emportèrent une motocyclette et divers biens auprès de plusieurs personnes, notamment le sieur Alidou Nourou. Troisième fait, dans la nuit du 30 septembre 2016, des individus armés, une fois encore, firent irruption à Timbou, dans la boutique dite chez Moïse et au domicile de Sansongo Oumarou. Après plusieurs tirs qui ont atteint mortellement ce dernier, ils réussissent à emporter des biens, dont ceux de Modi Djouaré Ibrahim, victime du vol de moto en date du 11 novembre 2013. Une enquête ouverte dans les faits du 11 novembre 2013 a conduit à l'interpellation de Sakpani Passonou, Issa Amidou, Kanlok Yendar et Lal Alidou. Les 2 derniers parviennent à s'évader de leur cellule. Kanlok Yendar et Lal Alidou ont été appréhendés à nouveau. Lal Alidou Abdourahman alias Dasman déclare à l'enquête préliminaire que ce sont les nommés Kanlok Yendar, Sakpani Passonou et le frère de ce dernier, Sakpani Lamboni, qui sont les auteurs du vol à main armée. Il précise que Kanlok Yendar lui a avoué après leur évasion avoir participé à ce braquage et à plusieurs autres, dont celui de Samnaba. Sakpani Passonou, Issa Amidou, Lal Alidou et Kanlok Yendar comparaissent pour tentative de meurtre, vol aggravé et groupement de malfaiteurs. Après le réquisitoire du procureur général qui demande la condamnation de Lal Alidou et Kanlok Yendar et le non-lieu de Sakpani Passonou et Issa Amidou et la plaidoirie des avocats de la défense qui demandent la libération des accusés, la Cour a délibéré. Sur l'action pénale, attendu qu'il résulte de cette délibération de la Cour que sont coupables les nommés Lal Alidou Abderrahman Didasman et Kanlok Yendar, attendu qu'il résulte de cette délibération de la dite Cour qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Lal Alidou, mais pas en faveur de Kanlok Yendar, prononce l'acquittement de Sakpani Passouni et de Issa Amidou.
condamne en revanche Lal Alidou Abdourahman alias Dasman à 15 ans de réclusion criminelle, Kanlok Yandar à 20 ans de réclusion criminelle. Sur l'action civile, la Cour demande aux condamnés de payer la somme de 1 311 685 francs à Modi Djouaré Ibrahim à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. La crise sanitaire liée à la Covid-19 aurait fortement et durement impacté le secteur des services financiers et il doit faire face à des défis majeurs. C'est ce qui ressort de l'étude réalisée par les experts de la Commission économique pour l'Afrique des États-Unis. Les précisions avec Carmen Madji Akapo. Le secteur financier du Togo est très dynamique. Il comprend les banques, les institutions de microfinance et l'assurance. Ce secteur est un puissant générateur d'emplois et moteur de l'inclusion. Pour effectivement mesurer son impact, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, et la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNUSED, ont commandité une étude dont les résultats sont ici exposés. Les services financiers au Togo s'insèrent bien dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, mais ne gagnent pas encore assez. Il va falloir proposer des politiques pour améliorer l'intégration de ces chaînes de valeur et surtout accompagner donc le système financier. Nous avons observé quelques difficultés. Principale difficulté, c'est l'accès à la technologie. Une seconde étude a également porté sur l'impact du Covid-19 sur les services financiers en Afrique. Bien qu'on note un satisfecit, des efforts restent à faire. Bien sûr, les banques ont fait des bénéfices, mais on constate qu'elles ont eu un certain nombre de difficultés. Nous disons qu'elles doivent être résilientes. Et pour les accompagner, pour développer cette résilience, nous avons identifié les difficultés. La plus grande difficulté, c'est l'accès à l'outil informatique. Et la deuxième grande difficulté, c'est l'Internet. La troisième difficulté va être l'accès donc aux intrants, c'est-à-dire l'accès aux sources de financement pour pouvoir financer un certain nombre d'activités. Nous avons constaté que Covid-19 a impacté certaines activités qui n'ont pas pu avoir accès au financement, notamment par exemple l'agriculture. Vous voyez déjà l'impact que ça a aujourd'hui sur le milieu togolais. Ça a beaucoup impacté également l'enseignement et ça a finalement impacté beaucoup le domaine sanitaire. Pour le compte de ce projet sur le développement du commerce en Afrique, 7 pays dont le Togo ont été présélectionnés comme pays pilotes. L'Éthiopie et le Kenya dans le secteur des infrastructures, la Gambie et le Mali dans le secteur du tourisme, le Nigeria et le Togo pour les services financiers. Et parlant de la crise sanitaire, sachez qu'à ce jour du mardi 29 juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 13 881, 35 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 506. 17 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 246 et le nombre de décès est passé à 129. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Le guide national d'élaboration du plan de développement communal est prêt. Il a été officiellement présenté ce mardi et va permettre une meilleure mise en œuvre donc de la politique de développement dans chaque commune du pays. Les précisions avec Eliagba Niadao. Elles ont désormais un cahier de charges bien défini pour élaborer leur plan d'action. Les communes viennent d'être dotées d'un guide pour un plan de développement communal, un important outil au service donc du PDC.
C'est la coopération allemande et l'Union européenne qui ont mis la main à la poche. Les deux partenaires sont très présents dans l'élaboration du PDC. L'Allemagne est très engagée avec des partenaires, notamment l'Union européenne, pour accompagner le processus de la décentralisation au Togo en général. Le plan développement communal peut vraiment être cet outil pour, disons, rassembler les idées de la commune et aussi mettre les priorités pour le développement de ces communes. C'est un outil pratique qui est destiné aux communes, qui les permettra d'élaborer des plans de développement communaux qui soient harmonisés et ainsi faire avancer ces processus de façon concrète. Le processus de décentralisation est au cœur de la feuille de route du gouvernement. Et ce plan de développement de nos communes vient au bon moment. Ce guide de 125 pages subdivisé en 3 grandes parties est un pas de plus vers l'atteinte des objectifs. Il présente en détail tout ce que les acteurs communaux impliqués dans la planification locale doivent mettre en œuvre au niveau de chacune de ces phases d'une durée totale comprise entre 4 et 6 mois. Il répond à la question: comment faire pour entreprendre et piloter le processus de planification, pour faire l'état des lieux et conduire le diagnostic participatif des forces et faiblesses, opportunités et menaces de la commune, pour formuler une vision et concevoir des stratégies cohérentes pour mettre en place un plan d'action avec des programmes et projets bancables, le suivre, l'ajuster en fonction des nouvelles donnes. Pour mieux s'approprier le contenu de ce guide, il est prévu une série d'ateliers sur l'ensemble du pays. Une sorte d'explication de test pour mieux comprendre et mieux agir dans nos communes en faveur des citoyens. Et pourquoi un plan de développement communal? Quels en sont les enjeux? Le ministre délégué en charge du développement des territoires, Essomanam Edjeba, a répondu à nos questions en entretien. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, pourquoi un nouveau guide actuellement? Merci, madame. Effectivement, nous avons commencé une campagne de vulgarisation du nouveau guide. Depuis quelques années, en 2014 notamment, il a été mis sur pied un guide qui servait pour les communes qui existaient. Mais aujourd'hui, avec la détermination du chef de l'État, la décentralisation a connu de nouveaux bonds en avant avec des compétences plus élargies, l'élection de nouvelles instances avec des transferts de compétences et autres. L'exercice de ces compétences doit se faire évidemment en fonction des nouvelles donnes, notamment l'émergence des thématiques tels que les ODD, la gestion des ordures, le numérique, l'économie locale, etc. L'exercice de ces compétences doit tenir compte également des nouvelles orientations telles que le PND et la vision stratégique 2020-2025. Monsieur le ministre, à qui est destiné le guide alors? Le guide est destiné à un certain nombre d'acteurs. Nous avons le conseil municipal. En tant qu'organe délibérant, il assure la maîtrise du processus d'élaboration d'un PDC. Ensuite, le bureau du conseil municipal, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, qui assurent l'organisation de ce processus en élaborant les termes de référence, en recherchant les ressources financières et techniques nécessaires. Aussi, nous avons l'administration communale, l'ensemble du personnel qui assure la gestion administrative et technique au quotidien. Aussi, on peut citer les services déconcentrés de l'État qui, chacun dans son secteur, apporte l'appui technique nécessaire. On pourrait également citer les organisations de développement à la base, qui sont des organisations d'initiative locales qui suscitent auprès des populations locales l'esprit de participation au développement de leur milieu. On pourrait également citer le secteur privé qui est le moteur du développement local et qui est aussi le potentiel bailleur des projets à réaliser. Les organisations de la société civile qui apportent leur concours dans la mise en place de politiques locales à travers leur appui, formation et accompagnement.
on pourrait également relever les hommes de médias et les femmes de médias que vous êtes, parce qu'à travers vos écrits, à travers vos émissions, vous amenez les populations locales à se construire une opinion claire des enjeux du processus d'élaboration d'un PDC. On pourrait également citer les partenaires techniques et financiers et aussi la population elle-même, parce qu'elle joue un rôle capital dans ce processus. Elle permet d'identifier les projets et formuler les besoins également, et aussi dans le diagnostic des forces et faiblesses, opportunités et menaces au niveau de la commune. Bien entendu, je ne vais pas oublier le ministère en charge du développement des territoires qui, à travers ses services, apporte l'appui technique nécessaire au niveau de chaque phase du processus. Justement, vous êtes là pour que les populations comprennent mieux ce que le plan de développement communal. Alors, dites-nous, c'est vrai qu'on a compris un peu ce à quoi il sert, mais maintenant, qu'est-ce qu'un plan de développement communal et quels en sont les enjeux? Alors, le plan de développement communal est un document de planification assez simplifié pour permettre, en fonction des priorités locales au niveau de la localité et des ressources disponibles au niveau d'une commune, d'élaborer les principes d'action, d'aménagement et de développement socio-économique sur une durée limitée, qui peut être 5 ans ou 6 ans. Ouais, les enjeux, il y en a. On pourrait citer peut-être 2. D'abord, le PDC est un outil de mobilisation des ressources. Voilà, de mobilisation des ressources. Pourquoi? Parce que les partenaires techniques et financiers, une fois qu'ils regardent un PDC, essaient de voir quel projet faut-il financer. C'est en cela que les instances locales et les organisations de la société civile qui portent ces projets pourront bénéficier de leur financement. Aussi, le PDC, c'est un outil de mobilisation sociale. Pourquoi? Parce que le processus est une occasion formidable, intéressante, pour pouvoir amener toutes les forces vives au niveau local de se retrouver autour d'une vision de développement de l'avenir de leur commune qu'ils souhaiteraient. Et également, c'est une occasion pour renforcer leur participation citoyenne. Le guide, il est prêt. On comprend qu'il faut maintenant le vulgariser. Mais dites-nous, comment se fera cette vulgarisation vu que nous avons 117 communes, donc le nombre, il est grand. Comment se fera la vulgarisation alors? Effectivement, il serait très fastidieux d'organiser une campagne dans les 117 communes en 3 jours. Alors, nous avons décidé d'organiser un certain nombre d'ateliers, une vingtaine au total, répartis dans les régions de notre pays. Et ces ateliers vont regrouper environ 700 acteurs du développement local. Monsieur le ministre, avant de vous laisser repartir, sûrement que vous avez un mot à l'endroit justement des populations. D'abord, à l'endroit des partenaires techniques et financiers, je voudrais leur renouveler mes remerciements, bien entendu, au nom du gouvernement, pour tout l'appui technique et financier qu'ils nous apportent dans le développement local. Aussi, je souhaiterais relever que l'élaboration d'un PDC est un processus qui requiert du temps, 4 à 6 mois. Du temps et des ressources techniques et financières. Alors, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des cadres techniques et financiers des secteurs publics et privés afin qu'ils puissent apporter leur expertise, leur soutien aux communes où ils résident ou bien à leur commune d'origine dans l'élaboration de leur PDC, bien entendu en se basant sur le nouveau guide. Et enfin, je souhaiterais, à l'endroit des forces vives et acteurs locaux et instances locales, dire ceci, que le PDC, aujourd'hui, est un instrument qui pourra leur permettre de relancer leur développement, d'assurer l'émergence de leur territoire. Nous avons 117 communes, nous avons 117 territoires et chacun des territoires regorge des potentialités, des ressources, des traditions, des savoir-faire qu'il faudra valoriser. Et cela ne peut se faire qu'à travers un travail. Alors, madame, connaissez-vous une commune qui aujourd'hui n'aspire pas à avoir un territoire le plus attractif? Certainement, non, il y en a parce que toutes aspirent, toutes veulent avoir le territoire qui attire le plus d'investisseurs, qui attire le plus de touristes et autres. Alors, il n'y a qu'une seule chose. Ces communes doivent faire preuve
de travail, d'engagement et d'inventivité, c'est-à-dire d'innovation, bien sûr, je répète, sur la base du nouveau référentiel. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était donc le ministre délégué chargé du développement des territoires, et Somanam Edjiba. Les membres de la coopérative d'initiative chrétienne d'épargne et de crédit étaient en assemblée générale ordinaire. À l'ordre du jour, la présentation des rapports des activités de l'année 2020 et l'adoption de nouvelles stratégies en vue de l'amélioration des services de la coopérative. Voyons cela avec Marie-Thérèse Nabédé, avec la voix de Yata Aratem. 18e Assemblée générale ordinaire de la coopérative d'initiative chrétienne d'épargne et de crédit, COPISEC. Les membres marquent une pause dans la vie de la structure. Les rapports d'activité morale et financiers sont présentés pour le compte de l'année 2020. Un bilan satisfaisant pour le premier responsable. Malgré la crise Covid, nous avons fait de performances par rapport à l'année passée. Nous remercions Dieu qui nous a conduits durant cette crise pour que nous puissions avoir cette performance. À l'endroit des membres, c'est eux qui sont à la base de ce résultat. Sans eux, on ne serait pas à ce niveau. Tout simplement pour leur dire de redoubler encore d'efforts. Nous sommes là pour eux. Et tout crédit qu'ils auront besoin l'année qui va arriver, mais cette année, nous sommes là pour leur accorder. À cette rencontre, un engagement est pris, celui d'améliorer les prestations de la coopérative. Informatiser plus le système et faire le système de la digitalisation. C'est la monnaie électronique. Les gens sont même à la maison, par leur portable, ils peuvent avoir des crédits. Par leur portable, ils peuvent faire de l'épargne. Par leur portable, ils peuvent avoir toute information sur leur compte. Les actions entreprises par l'instance dirigeante au profit des bénéficiaires de la coopérative sont ici saluées. Je suis membre de la COPISEC, précisément à Dido Gomé. On m'a octroyé un crédit et je viens de finir presque l'épongement et je remercie là-bas, le service est trop bon. Le crédit m'a permis de relancer mes activités. Je suis une commerçante. À la COPISEC, ils nous prêtent de l'argent. Ça fait que nos activités, ça s'améliore bien. Et le remboursement aussi, ça se fait par tontine. La COPISEC est une coopérative chrétienne créée en 2003. Basée à Lomé, elle couvre le Grand Lomé et ses banlieues. À son actif, 7 agences et 9 points de service. La coopérative s'engage à sortir ses membres de la précarité. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.